Mikhail Bulgakov, La serviette brodée d'un coq. Récit d'un jeune médecin aux éditions de l'Âge d'Homme, 1984. La serviette brodée d'un coq. Pour qui ignore ce qu'est un voyage à travers les chemins de campagne les plus reculés, il est inutile d'en entendre le récit. De toute façon, il ne comprendrait pas. Quant à celui qui sait de quoi il s'agit, je ne tiens pas à le lui rappeler. Je dirais simplement que les 40 kilomètres qui séparent Gratchovka, le chef-lieu, de l'hôpital de Mourievo, nous les parcourûmes, mon cocher et moi, en 24 heures exactement. Je dirais même, avec une curieuse exactitude, à 2 heures de l'après-midi, le 16 septembre 1917, nous passions le dernier hangar à la sortie de cette admirable ville qu'est Gratchovka, et à 2h05, le 17 septembre de cette même et inoubliable année 17, j'étais dans la cour de l'hôpital de Mourievo, debout sur l'herbe piétinée, flétrie, ramollie par la bruine de septembre. Et dans quel état étais-je? Mes jambes avaient durci, et ceci à tel point qu'ici même, dans cette cour, je feuilletais en pensée mes manuels, de la manière la plus confuse, essayant péniblement de me souvenir s'il existait réellement une maladie au cours de laquelle les muscles durcissent, ou bien si je l'avais rêvé la veille au village de Grabilovka. Quel est son nom latin à cette fichue maladie? Chacun de mes muscles me faisait souffrir d'une douleur insupportable qui rappelle le mal aux dents. Mes doigts de pied, inutile d'en parler, ils ne pouvaient déjà plus bouger, figés dans mes bottes comme des moignons de bois. J'avoue que dans mes moments de faiblesse, j'ai toujours maudit tout bas la médecine et la demande d'entrée que j'avais adressée, il y a 5 ans, au recteur de l'université. Et pendant ce temps, le ciel descendait comme à travers un tamis. Mon manteau s'était gonflé comme une éponge. Les doigts de ma main droite essayaient en vain de se cramponner à la poignée de ma valise, et à la fin, zut, je crachais sur l'herbe mouillée. Mes doigts ne parvenaient à rien saisir, et de nouveau, farci que j'étais de toutes ces connaissances issues de mes magnifiques bouquins de médecine, je repensais à cette maladie, la paralysie. Paralysis, pensais-je au désespoir. Dieu sait pourquoi. Dans vos chemins, commençai-je, remuant mes lèvres de bois, toutes bleues, il faut avoir l'habitude des voyages. Et ce disant, allez savoir pourquoi, je braquai un regard méchant sur le cocher, bien que celui-ci au fond ne soit en rien responsable de l'état des chemins. Eh oui, camarade docteur, répondit le cocher, remuant lui aussi péniblement les lèvres sous sa petite moustache claire. Il y a 15 années que je voyage ainsi, et je ne peux toujours pas m'y habituer. Je tressaillis, tournai un regard triste vers les murs blancs écaillés, du pavillon à un étage, vers la petite maison de l'infirmier, avec ses parois de rondins sans badigeon, enfin, vers ma future résidence, une maison à un étage, bien proprette, aux fenêtres mystérieuses comme des tombes, et je poussai un long soupir. Alors, remplaçant les mots latins, une phrase pleine de douceur apparut confusément dans mon esprit. Une phrase qu'un ténor grassouillet aux grosses cuisses bleues chantait dans ma cervelle abrutie par les chaos et le froid. Salut à toi, asile sacré. Adieu, adieu pour longtemps, théâtre Bolchoï, tout d'or et de rouge, Moscou, vitrine. Hélas, adieu. C'est une peau de mouton que je mettrai la prochaine fois, pensai-je dans un désespoir méchant, tout en tirant de mes mains raidies les courroies de ma valise. Et comme la prochaine fois, ce sera au mois d'octobre, c'est même 2 peaux de mouton que je pourrais mettre. Car je n'irai pas à Gratchovka avant 1 mois. Vous pensez? C'est ce qu'il nous a fallu coucher en route. Après 20 kilomètres, nous nous sommes trouvés plongés dans des ténèbres sépulcrales. La nuit. Nous avons dû coucher à Grabilovka. L'instituteur nous a hébergés. Et ce matin, nous sommes partis à 7 heures. Et en fait, nous sommes allés, Dieu du ciel, plus lentement qu'à pied. Une roue se fourre dans un trou, l'autre se relève, la valise sur mes pieds, patatras. Ensuite, je tombe sur un côté, puis sur l'autre, ensuite le nez en avant, puis la nuque. Et le ciel tamise encore, et les eaux se glacent. Aurais-je pu croire qu'en plein mois de septembre, grisâtre, maussade, l'on puisse geler dans la campagne comme pendant l'hiver le plus rigoureux? Eh bien, voyez-vous, c'est possible. Et alors que l'on se meurt lentement, on ne voit qu'une seule et même chose. À droite, un champ bossu, tout rongé. À gauche, un petit bois rabougri, avec sur le côté 5 ou 6 maisons grises, délabrées. Il semble qu'il n'y avait pas âme qui vive. Le silence alentour. La valise finit par céder, le cocher y appuya son ventre et me la flanqua en plein dessus. Je voulus la retenir par la courroie, mais ma main refusa d'agir, et ma compagne de voyage rebondit et, fatiguée de tout ça, alla choir droit dans l'herbe, avec mes livres et tout mon bazar, en me heurtant les pieds. Oh mon Dieu, commença le cocher effaré. Mais je n'émettais aucune protestation, mes pieds, ils étaient bons pour la poubelle. Hé, y a quelqu'un? Ohé! S'écria le cocher en agitant les bras comme un coq bat des ailes.
Ohé, c'est le docteur que j'amène. Alors, dans l'obscurité des fenêtres de la petite maison de l'infirmier, des visages apparurent et se collèrent au carreau. Une porte claqua, et je vis s'approcher en clopinant sur l'herbe un homme en manteau troué, en espèce de botte. Accouru à 2 pas de moi, il se dépêcha d'enlever respectueusement sa casquette, me sourit, je ne sais pourquoi, d'un air gêné, et me salua d'une petite voix enrouée. Bonjour, camarade docteur. Qui êtes-vous demandai-je. Je suis Egorich, se présenta-t-il, le gardien de l'hôpital. Nous vous attendions, vous savez. Il se saisit immédiatement de ma valise, la mit sur son épaule et la porta. Je le suivis en boitillant, essayant en vain de fourrer ma main dans la poche de mon pantalon pour prendre mon porte-monnaie. L'homme en fait n'a pas besoin de grand-chose, avant tout il a besoin d'un bon feu. En route vers ce trou perdu qu'est Mourievo, il m'était revenu à l'esprit qu'encore à Moscou, je me promettais de me comporter en homme respectable. Mon air jeune m'empoisonnait toujours l'existence dès les premiers pas. À chacun, il fallait me présenter, docteur Intel, et tous immanquablement levaient un sourcil et demandaient « Est-ce possible ?» Et moi qui croyais que vous étiez encore étudiant. Non, j'ai terminé, répondais-je d'un air sombre en pensant « Il faut que je me mette à porter des lunettes, voilà ce qu'il faut. » Mais je n'avais aucune raison de m'acheter des lunettes, j'avais de très bons yeux, et leur acuité n'avait pas encore subi l'outrage de l'expérience de la vie. N'ayant pas la possibilité de me défendre par des lunettes, des continuels sourires pleins d'une bienveillance toute condescendante, j'essayais de me fabriquer une attitude particulière susceptible d'inspirer le respect. Je m'efforçais de parler avec mesure et autorité, de m'abstenir autant que possible, de faire des mouvements brusques, de ne pas courir, comme le fait quelqu'un de 23 ans qui vient de terminer l'université, mais de marcher. Comme je peux le comprendre à présent, après de nombreuses années, je m'en suis très mal sorti. Ce jour-là, j'avais transgressé ce code intérieur de conduite. J'étais assis, recroquevillé, assis sans chaussures, et non pas dans mon cabinet, mais dans la cuisine. Et, comme un adorateur du feu, je me sentais attiré avec inspiration et passion vers les bûches de bouleau qui brûlaient dans le fourneau. À ma gauche se trouvait un cuveau renversé, le fond vers le haut, sur lequel étaient posées mes chaussures. À côté d'elle, un coq écorché, plumé, le cou ensanglanté. Et près du coq, ses plumes multicolores, en tas. Vous voyez, bien qu'encore engourdi, j'avais réussi à exécuter toute une série d'actes qu'exige la vie. À la femme d'Egorich, Axinia, qui avait un nez fin et pointu, j'avais attribué les fonctions de cuisinière du médecin. Voilà pourquoi le coq périt entre ses mains. Ce coq-là, je devais le manger. Je fis la connaissance de tout le monde. L'infirmier s'appelait Demian Lukic, les sages-femmes Pélagie Ivanovna et Anna Nikolaïevna. Je fis le tour de l'hôpital et, avec la plus parfaite lucidité, je me rendis bien compte qu'il était on ne peut plus riche en appareils. De plus, toujours avec cette même lucidité, force me fut de reconnaître, en moi-même évidemment, que j'ignorais totalement à quoi servaient nombre de ces appareils flambant neufs. Non seulement je ne les avais jamais eus entre les mains, mais encore, je l'avoue sincèrement, je ne les avais jamais vus. Marmonnai-je d'un air qui en disait long, vraiment. Vous avez de beaux appareils. Certainement, monsieur, remarqua Demian Lukic, d'une voix douce. C'est grâce aux efforts de votre prédécesseur Léopold Léopoldovitch. Lui, il opérait du matin au soir. Je me sentis alors inondé de sueur froide, et regardai tristement les petites armoires vitrées étincelantes. Puis ce fut la visite des chambres vides qui, j'en étais persuadé, pouvaient facilement recevoir 40 personnes. Du temps de Léopold Léopoldovitch, il y avait parfois jusqu'à 50 personnes, me dit Demian Lukic, pour me réconforter. Quant à Anna Nikolaïevna, une femme aux cheveux grisonnants disposée en couronne, elle me dit, je ne sais trop pourquoi, docteur, vous paraissez tout jeune, si jeune. C'est franchement étonnant, vous avez l'air d'un étudiant. Oh la barbe, pensais-je, ils se sont donné le mot, ma parole. Et de grommeler entre mes dents sèchement, non, c'est-à-dire oui, très jeune. Puis nous descendîmes à la pharmacie et je vis tout de suite que pas un bouton de guêtre ne manquait à la revue. Dans ces 2 pièces un peu obscures régnait une forte odeur d'herbe, et sur les étagères il y avait absolument de tout. Il y avait même des remèdes étrangers brevetés, et inutile d'ajouter que je n'en avais jamais entendu parler. C'est Léopold Léopoldovitch qui les a commandés, m'informa avec fierté Pélagie Ivanovna. Tout simplement génial, ce Léopold, pensai-je, pénétré de respect pour ce mystérieux Léopold qui avait quitté le paisible Mourievo. Outre un bon feu, l'homme éprouve aussi le besoin de s'adapter. Le coq, je l'avais mangé depuis longtemps. Ma paillasse, Egorich me l'avait rembourrée et recouverte d'un drap. Une lampe brûlait dans le cabinet de ma résidence. J'étais assis et regardais comme fasciné la 3e performance du légendaire Léopold. L'armoire était pleine à craquer de livres. Rien que des manuels de chirurgie en russe et en allemand. J'en avais compté au coup d'œil une 30aine de volumes, plus la thérapeutique et les merveilleux atlas de dermatologie. Le soir tombait et moi, j'étais en train de m'adapter. Je n'y suis pour rien, pensai-je avec une douloureuse obstination. J'ai mon diplôme,
J'ai eu 15 fois 5 sur 5, et j'avais bien averti, moi, dans ma grande ville, que je voulais partir en tant que médecin en second. Mais non. Il souriait et disait, vous vous adapterez. Te voilà bien maintenant, avec leur vous vous adapterez. Et si l'on m'amène une hernie, expliquez-moi donc comment je m'adapterai. Et surtout, comment se sentira-t-il entre mes mains le malade avec sa hernie? Il s'adaptera dans l'autre monde. Un frisson me passa alors le long de la colonne vertébrale. Et une appendicite purulente, hein? Et le croup diphtérique chez les enfants de la campagne, lorsqu'il faut leur faire une trachéotomie. D'ailleurs, même sans trachéotomie, je ne me sentirais pas très à l'aise. Et, et l'accouchement, je l'avais oublié, l'accouchement. Présentation dystocique. Mais qu'est-ce que je vais faire? Hein? Quel écervelé je suis. Il fallait refuser ce secteur. Voilà ce qu'il fallait faire. Il se serait bien déniché quelque autre Léopold. Au crépuscule, j'allais plein de tristesse faire un tour dans mon cabinet. En approchant de la lampe, j'aperçus son reflet lumineux dans la fenêtre, et ma face blême apparut à ses côtés, dans les ténèbres infinies des champs. Je ressemble au faux Dimitri, pensai-je soudain, stupidement, et je me rassis à la table. Je restai environ 2 heures à me tourmenter dans ma solitude, jusqu'à ce que mes nerfs ne puissent plus supporter les frayeurs que je me fabriquais. Alors je commençai à me calmer, et même à me forger quelques projets. Bon, en ce moment, d'après eux, il n'y a pas grande consultation. Dans les villages, on broie le lin, les routes sont mauvaises. C'est alors précisément qu'on t'amènera une hernie, gronda sévèrement une voix dans mon cerveau, car lorsque les routes sont mauvaises, la personne qui a un rhume, une maladie facile, ne viendra pas. Mais une hernie, on la traînera jusqu'ici, sois tranquille, cher collègue docteur. La voix n'était pas bête, n'est-ce pas? Je tressaillis. Tais-toi, dis-je à la voix, pas obligatoirement une hernie, mais c'est de la neurasthénie. Qui se dit costaud doit tenir le coup. Quand le vin est tiré, il faut le boire, répondit la voix caustique. Eh bien, je ne me séparerai en aucun cas de mon codex. S'il y a quelque chose à prescrire, on peut bien y réfléchir en se lavant les mains. Le codex sera toujours ouvert sur le registre des malades. Je prescrirai les ordonnances qu'il faut, mais des ordonnances simples. Tenez par exemple du salicylate de soude en poudre à 0,5 sur une dose 3 fois par jour. On peut aussi prescrire du bicarbonate de soude, me répondit mon interlocuteur intérieur, visiblement railleur. Et pourquoi du bicarbonate de soude? Je prescrirai aussi de l'IPK en infusion à 1,80 g ou bien à 2 g, comme vous voulez. Dans ma solitude près de la lampe, bien que personne ne me demandât d'IPK, je me mis aussitôt par faiblesse à feuilleter le codex pour vérifier. Et tout en feuilletant, je lus machinalement qu'il existait une certaine incipine. Ce n'est pas autre chose que du sulfate d'éther acide quinidiglycol. Et il se trouve qu'il n'a pas le goût de quinine. Mais à quoi sert-elle cette incipine? Et comment la prescrire? Qu'est-ce que c'est? De la poudre? Qu'elle aille au diable! Incipine ou pas incipine, qu'est-ce que tu vas en faire de ta hernie? Insistait obsédante la peur qui se dissimulait derrière la voix. J'installerai le malade dans un bain, répondis-je pour me défendre, au comble de la fureur. C'est ça, dans un bain, et j'essaierai de la réduire. Une hernie étranglée, cher ange? Que viennent faire les bains là-dedans? Étranglée, chantait la peur d'une voix démoniaque. Ce qu'il faut, c'est ouvrir. Et là, je capitulai au bord des larmes. J'adressai alors une prière aux ténèbres au-delà de la fenêtre. Tout ce que vous voulez, mais pas une hernie étranglée. Et la fatigue chantonnait. Va te coucher, malheureux esculape. Tu vas bien dormir et demain il fera jour. Calme-toi, jeune neurasthénique. Regarde, dehors les ténèbres sont paisibles, les champs gelés dorment, il n'y a pas l'ombre d'une hernie. Et demain il fera jour. Tu vas t'adapter. Dors, pose ton atlas. Ce n'est de toute façon pas maintenant que tu comprendras quelque chose. Le collet hernière. Comment avait-il fait irruption chez moi? Je ne m'en étais même pas rendu compte. Je me souviens. Le verrou de la porte claqua, Acsigna piailla quelque chose, et puis dehors, une charrette grinça. Nu-tête en pelisse courte, déboutonnée, une barbiche ébouriffée, des yeux de fou. Il se signa, puis tomba à genoux et frappa le sol de son front. Tout cela pour moi. Je suis perdu, pensai-je tristement. Mais non, non, que faites-vous, murmurai-je, et je le tirai par sa manche grise. Son visage grimaçait et d'une voix entrecoupée, il bredouilla une réponse hachée. Monsieur le docteur, monsieur, unique, c'est mon nom, mon unique, cria-t-il soudain d'une voix sonore de jeune homme, si fort que l'abat-jour de la lampe en trembla. Ah, Seigneur, ah! Dans son angoisse, il se tordit les mains et recommença à frapper le plancher de son front, comme s'il voulait le briser. Pourquoi ce châtiment? Qu'ai-je fait au bon Dieu? Quoi? Qu'est-il arrivé? Criai-je, sentant mon visage se glacer. Il se dressa d'un bond, s'agita et murmura. Monsieur le docteur, ce que vous voulez, je donnerai de l'argent. Prenez l'argent autant que vous voulez. Nous amènerons des vivres. Seulement qu'elle ne meure pas. Seulement qu'elle ne meure pas. Qu'elle reste infirme, soit. Soit, criait-il vers le plafond. Nous avons assez pour la nourrir, bien assez.
Le pâle visage d'Axinia se détachait dans le carré noir de la porte. L'angoisse enveloppa mon cœur. Quoi? Mais qu'y a-t-il? Parlé? Criai-je douloureusement. Il se tut, puis dans un murmure comme en secret, les yeux d'une profondeur insondable, il me dit: Elle s'est prise dans la broie. Dans la broie? Dans la broie? Redemandai-je. Qu'est-ce que c'est? Le lin. Il broyait le lin, monsieur le docteur, m'expliqua Axinia. Cette broie, c'est pour broyer le lin. Ça commence, ça y est. Oh, pourquoi suis-je venu? Pensai-je épouvanté. Qui? Ma fille, répondit-il dans un murmure, puis il se mit à crier: Faites quelque chose. Et de nouveau il tomba à genoux, et ses cheveux coupés au bol passèrent devant ses yeux. Sous son abat-jour bombé en fer blanc, la lampe éclair, dessinant comme deux cornes, brûlait en dégageant de la chaleur. Sur la table d'opération, sur la toile cirée blanche qui sentait le neuf, je la vis, et la hernie s'estompa dans ma mémoire. Ses cheveux clairs, tirant un peu sur le roux, tombaient de la table en une boule emmêlée et desséchée. Sa tresse était gigantesque, le bout touchait le sol. Sur les impressions de sa jupe de coton déchirée, le sang prenait différentes couleurs. Une tache brune, une tache de graisse, une tache écarlate. La lumière de la lampe éclair me parut jaune vivante, son visage par contre blanc comme du papier mâché, et son nez pincé. Sur son visage blanc s'éteignait, immobile, comme de plâtre, une beauté des plus rares. Ce n'est pas toujours, ce n'est pas souvent que l'on rencontre un tel visage. Dans la salle d'opération, il y eut une dizaine de secondes d'un silence absolu. Mais, derrière les portes fermées, on entendait quelqu'un crier d'une voix sourde et frapper encore de la tête. Il est devenu fou, pensai-je, et les gardes malades doivent lui donner... Pourquoi une telle beauté? C'est vrai qu'il a des traits réguliers, mais la mère devait être belle. Il est veuf. Il est veuf? Chuchotai-je machinalement. Oui, répondit doucement Pélagie Ivanovna. Alors, d'un geste brusque, comme méchant, Demian Lukic déchira la jupe de la jeune fille de bas en haut, et d'un seul coup elle se trouva déshabillée. Je jetai un regard. Ce que je vis dépassait tout ce à quoi je pouvais m'attendre. Il n'y avait pour ainsi dire pas de jambe gauche. À partir de son genou écrasé, ce n'était qu'une plaie déchiquetée et sanguinolente. Les muscles rouges étaient mâchés, et les os blancs, broyés, pointaient de tous côtés. La jambe droite était fracturée au niveau du mollet, de sorte que les deux bouts d'os avaient déchiré la peau et saillaient. Le pied de ce fait gisait inanimé, renversé, comme indépendant du reste du corps. Ouais, dit doucement l'infirmier, et il n'ajouta rien de plus. Je sortis alors de ma torpeur et commençai à lui prendre le pouls. Dans sa main glacée, je ne sentis rien. Au bout de quelques secondes seulement, je trouvai une onde, rare, à peine perceptible. Elle passa. Puis il y eut une pause pendant laquelle j'eus le temps de jeter un coup d'œil sur ses lèvres blanches et les ailes de son nez qui bleuissaient. Je voulais déjà dire, c'est la fin. Heureusement, je me retins. De nouveau, une onde passa comme un fil. Voilà comment s'éteint une personne déchiquetée, pensai-je. On ne peut rien y faire. Mais soudain, sans reconnaître ma propre voix, je dis d'un ton sévère: du camphre. Alors, Anna Nikolaïevna, se penchant à mon oreille, chuchota: À quoi bon, docteur, ne la faites pas souffrir. À quoi bon encore une piqûre? Elle va nous quitter d'un instant à l'autre. Vous ne la sauverez pas. Je tournai vers elle un regard sombre et méchant. Du camphre, je vous prie. Sur un tel ton qu'Anna Nikolaïevna, son visage avait rougi sous l'offense, se précipita aussitôt vers le guéridon à pansement et brisa une ampoule. L'infirmier, lui non plus, ne devait pas être d'accord pour le camphre. Néanmoins, adroit et rapide, il se chargea de faire la piqûre, et l'huile jaune se répandit sous la peau de l'épaule. Meurs, dépêche-toi de mourir, pensai-je, meurs, sinon, que vais-je bien pouvoir faire de toi? Elle va mourir tout de suite, chuchota l'infirmier comme s'il avait deviné ma pensée. Il loucha vers le drap, mais apparemment se ravisa. Ce serait dommage de le tacher de sang. Pourtant, quelques secondes plus tard, il fallut la couvrir. Elle gisait comme un cadavre, mais elle n'était pas morte. Tout à coup, tout devint clair dans ma tête, comme sous le plafond de verre de notre lointain amphithéâtre d'anatomie. Encore du camphre, dis-je d'une voix enrouée. Et de nouveau docile, l'infirmier fit une injection d'huile. Se pourrait-il vraiment qu'elle ne meure pas, pensai-je, au désespoir? Faudrait-il... Tout s'éclairait dans mon esprit, et d'un seul coup, sans aucun manuel, sans conseil, sans aide, je compris, la certitude que j'avais compris était inébranlable, qu'à l'instant même, pour la première fois de ma vie, j'allais devoir pratiquer une amputation sur un être en train de s'éteindre. Et cet être mourait sous le bistouri. Mon Dieu, elle allait mourir sous le bistouri. C'est qu'elle ne doit plus avoir de sang. Pendant 10 kilomètres, elle a dû le perdre complètement par ses jambes écrasées,
et je ne sais même pas si elle sent quelque chose à présent, si elle entend. Elle ne dit rien. Ah, pourquoi ne meurt-elle pas? Que me dira le père? Il a perdu l'esprit. Préparez l'amputation, dis-je à l'infirmier d'une voix qui n'avait rien de commun avec la mienne. La sage-femme me regarda, éberluée, mais dans les yeux de l'infirmier, une étincelle d'approbation passa, et il s'affaira auprès des instruments. Entre ses mains, le réchaud se mit à ronfler. Un quart d'heure s'écoula. Soulevant la paupière froide avec une terreur superstitieuse, j'examinai l'œil déjà éteint. Je ne parviens pas à saisir. Comment peut-elle continuer à vivre déjà à moitié partie? S'échappant de mon bonnet blanc, des gouttes de sueur ne cessaient de me courir sur le front. Pélagie Ivanovna essuyait cette transpiration salée avec de la gaze. À présent, en plus de ce qui lui restait de sang, de la caféine coulait aussi dans les veines de la jeune fille. Fallait-il ou non lui en injecter? Anna Nikolaïevna passait tout doucement la main sur ses cuisses, sur les boules gonflées par la solution physiologique. Et la jeune fille continuait à vivre. Je pris le bistouri, m'efforçant d'imiter quelqu'un. J'avais assisté à une amputation une seule fois dans ma vie à l'université. À présent, j'implorais le sort afin qu'elle ne meure pas dans la demi-heure qui allait suivre, pourvu qu'elle meure dans la chambre, lorsque j'aurais terminé l'opération. Mon bon sens seul travaillait pour moi, aiguisé qu'il était par le caractère insolite de cette situation. Avec la dextérité d'un boucher expérimenté, je fis une entaille circulaire dans la cuisse avec le bistouri parfaitement effilé, et la peau céda sans donner la moindre petite goutte de sang. Les vaisseaux vont se mettre à saigner, que vais-je faire? Pensai-je en louchant d'un air mauvais vers le tas de pinces hémostatiques. Je coupai un énorme morceau de chair féminine, ainsi qu'un des vaisseaux. Il avait l'aspect d'un petit tuyau blanchâtre, mais pas une seule goutte de sang n'en sortit. Je le serrai avec une pince hémostatique et continuai à couper. Je mettais des pinces partout où je supposais l'existence de vaisseaux. Artéria, artéria. Comment s'appelle-t-elle, bon sang? La salle d'opération prenait l'allure de mon amphithéâtre. Les pinces hémostatiques pendaient en grappe. Toujours accrochées à la chair, on les maintient vers le haut avec la gaze. Je me mis à couper un os rond avec une éclatante scie à petites dents. Pourquoi ne meurt-elle pas? C'est extraordinaire. Mon Dieu, que l'homme a la vie dure. Et l'os se détacha. Entre les mains de Demian Lukic resta ce qui avait été une jambe de jeune fille. Des lambeaux de chair, des os. On repoussa tout cela et sur la table, la jeune fille se trouva comme raccourcie d'un tiers avec son moignon tiré sur le côté. Encore un petit peu, ne meurs pas, pensai-je avec ferveur patiente jusqu'à dans la chambre. Laisse-moi me sortir de ce terrible événement de ma vie. Ensuite, on fit des ligatures, puis, accompagné par le cliquetis de mon thermocotère, je me mis à coudre la peau à points espacés. Mais je m'arrêtais, une idée soudaine, je réalisais. J'avais laissé un écoulement. Je mis un tampon de gaz. La transpiration me voilait les yeux, et j'avais l'impression d'être dans une étuve. Je soufflais comme un bœuf. Mon regard s'arrêta longuement sur ce moignon, sur ce visage cireux. Je demandai, « Elle est vivante ?»« Elle est vivante », répondirent d'une seule voix l'infirmier et Anna Nikolaïevna. Comme un écho étouffé. Presque imperceptiblement, remuant simplement les lèvres, l'infirmier me dit à l'oreille, « Elle n'en a plus que pour un instant. » Puis il s'arrêta court et me conseilla avec tact, « Peut-être vaut-il mieux ne pas toucher la seconde jambe, docteur. Nous l'enroulerons, vous savez, avec de la gaze. Sinon elle ne tiendra pas jusqu'à la chambre. Hein? Il est préférable qu'elle ne meure pas dans la salle d'opération. » Donnez-moi le plâtre, répliquai-je d'un ton sifflant, comme poussé par une force inconnue. Le sol était entièrement couvert de taches blanches, nous étions tous en nage. À demi-morte, elle gisait, inerte. Sa jambe droite était plâtrée, et, à la place de la fracture, on voyait sur le mollet, béante, l'ouverture que j'avais pratiquée avec ardeur. « Elle est vivante, dit l'infirmier, tout étonné, d'une voix enrouée. On entreprit ensuite de la soulever. Un vide gigantesque se dessina alors sous le drap. Un tiers de son corps était resté sur la table d'opération. Puis des ombres s'agitèrent dans le couloir. Les gardes malades couraient de tous côtés. Je voyais se faufiler le long du mur la silhouette ébouriffée d'un homme qui poussa un hurlement rauque. Mais on l'éloigna, et ce fut le silence. Dans la salle d'opération, j'étais en train de laver mes bras couverts de sang jusqu'au coude. « Vous avez dû pratiquer de nombreuses amputations, docteur ?» demanda soudain Anna Nikolaïevna. « C'est vraiment très bien. Pas moins bien que Léopold. » Dans sa bouche, le mot Léopold sonnait invariablement comme doyen. Je jetai un coup d'œil à la dérobée vers les visages. Dans tous les regards, autant chez Demian Lukic que chez Pélagie Ivanovna, je remarquai du respect et de l'étonnement.
J'en ai pratiqué, voyez-vous, seulement 2 fois. Pourquoi ce mensonge? À présent, je ne peux le comprendre. Tout s'est têtu dans l'hôpital complètement. Quand elle mourra, venez me chercher sans faute, ordonnai-je à mi-voix à l'infirmier. Et je ne sais pourquoi, au lieu de d'accord, il répondit respectueusement à vos ordres, docteur. Quelques minutes plus tard, j'étais près de la lampe verte, dans le cabinet de l'appartement du médecin. La maison était silencieuse. Mon visage se reflétait, pâle, dans le noir intense des carreaux. Non, je ne ressemble pas à Dimitri l'imposteur, et voyez-vous, j'aurais même un peu vieilli. Ce pli au-dessus de la racine du nez. Ils vont frapper. Ils diront, elle est morte. Alors j'irai et je la regarderai une dernière fois. Ça y est, ils vont frapper à la porte. On frappa à la porte. C'était 2 mois et demi plus tard. Dehors, on voyait resplendir un des premiers jours d'hiver. Il entra. C'est alors seulement que je le regardai avec plus d'attention. Oui, effectivement, ses traits sont réguliers. 45 ans environ, ses yeux pétillent. Puis un bruit léger de robe. Sautant sur 2 béquilles, la jeune fille unijambiste entra, belle à ravir, dans une jupe très large, bordée d'un liseré rouge. Elle me regarda, et ses joues se teintèrent de rose. À Moscou. À Moscou. Et je commençai à écrire l'adresse. Là-bas, on lui fera une prothèse, une jambe artificielle. Embrasse-lui la main, dit soudain le père à ma grande surprise. Je fus à ce point décontenancé qu'au lieu des lèvres, c'est le nez que je lui embrassai. Prenant appui sur ses béquilles, elle défit alors un paquet d'où s'échappa une longue serviette de toilette d'une blancheur éclatante avec tout simple un coq rouge brodé. C'est donc cela qu'elle cachait sous son oreiller pendant les visites. Oui, je me souviens. Il y avait du fil sur sa petite table. Je ne la prendrai pas, dis-je d'un ton sévère, en faisant non de la tête. Mais elle eut un tel visage, de tels yeux, que je la pris. Elle resta accrochée de nombreuses années dans ma chambre à Mourievo. Puis elle voyagea avec moi. À la fin, vieille, usée, trouée, elle disparut, comme s'eussent et disparaissent des souvenirs.